Je m'appelle David Bérard, j'aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour cette séance jusqu'au déjeuner ce matin avec une interaction régulière. Vous verrez, je viendrai avec vous dans la salle, je vous tendrai les micros pour des questions-réponses. Notre première intervenante, le temps de caler son PowerPoint, c'est Elisa Marguerite. On va échanger avec vous sur le temps de caler votre intervention, l'intérêt du porte-greffe pour adapter son vignoble à la sécheresse. C'est une table ronde qui suivra. Elisa Marguerite, je vous souhaite la parole. Merci d'être avec nous depuis Bordeaux, Sciences Agro. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, juste pour que ça suive correctement. Voilà, nickel. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Elisa Marguerite. Je suis enseignant-chercheur en viticulture à Bordeaux, donc dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Bordeaux Sciences Agro. Et comme on ne fait pas autant d'enseignement qu'un prof de collège, on fait aussi de la recherche quand on est dans le supérieur. Et donc, je travaille sur le porte-greffe et en particulier tout ce qui va être abiotique, le stress hydrique et la relation avec la vigueur conférée. Donc ce matin, je suis toute seule devant vous, mais c'est vraiment un travail collectif et d'équipe. Donc vous avez l'ensemble de mes collègues qui ont été impliqués dans les résultats que je vais vous présenter. Donc avant de démarrer, je voulais partager avec vous une citation d'un chercheur qui avait travaillé sur la vigne et que m'a transmise Thierry Lacombe, un collègue de Montpellier, qui dit que le choix du porte-greffe reste une des préoccupations permanentes du vigneron, que les erreurs retentissent de façon visible et durable sur les destinées de la plantation, et ayant une fois admis qu'il pouvait se tromper dans son choix, l'exploitant viticole a même tendance à rechercher dans le porte-greffe l'origine de tous les mécomptes et inversement en espérer plus qu'il n'est raisonnable. Il redoute tout et espère tout de cet inconnu. Et cette citation est encore terriblement vraie puisque le porte-greffe est souvent le premier présumé coupable du problème que l'on rencontre au vignoble. Alors, je ne vais pas revenir sur le contexte du changement climatique dans lequel on va devoir travailler, avec une raréfaction de l'eau, une intensité, une occurrence des sécheresses qui est amenée à être plus importante. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est quelle définition de la tolérance à la sécheresse on se donne, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe. Et donc, moi, je vais baser les travaux que je vais vous présenter sur le maintien de la production dans des conditions plus séchantes. Alors, on a une bonne connaissance empirique, c'est-à-dire que si je vous demande un porte-greffe sensible à la sécheresse ou un porte-greffe tolérant, vous allez me les citer et vous les utilisez très facilement. Donc sur cette photo, vous avez, sur cette photo prise en Australie, vous avez ici quelque chose qui est un peu plus jauni, qui est du SO4, qui est plutôt sensible au déficit hydrique, qui est le témoin sensible de tous les collègues italiens qui travaillent sur les porte-greffes. Et à côté, vous avez quelque chose qui est plus vert, qui est du 110R et qui est un porte-greffe que vous connaissez bien. Ensuite, on a une classification qui avait été établie par Alain Carbonneau dans les années 80, qui est la seule classification basée sur un caractère qui est quantitatif, qui était en fait de la transpiration, de la perte en eau par unité de surface foliaire. Et alors cet intérêt pour les porte-greffes, il est croissant. Alors moi je me suis appuyée ici sur ce graphique où vous avez depuis 1997 le nombre d'articles qui ont été publiés dans une base de données d'articles scientifiques qui contiennent le mot porte-greffe et vigne dans le titre. Alors, avant de démarrer, je voulais quand même rappeler un préambule qui est incontestable, parce que parfois il est discuté dans la presse professionnelle ou vulgarisée. C'est que le porte-greffe, il permet de lutter contre le phylloxéra. Et ce phylloxéra, ce n'est pas une histoire du passé, il est bien toujours présent dans notre vignoble. Donc vous avez bien compris que je ne vous encourage pas à planter fronde de pied, à moins que vous soyez sur un terrain proche de la dune du Pilat. Alors après, pour que vous puissiez faire de la veille technologique, je vous ai remis ici les informations en lien avec le site de Plant Grape, qui est vraiment un peu la bible du matériel végétal. Ensuite, on a un portail d'information qui a été créé par mon unité de recherche, dans laquelle vous avez une option de manière à faire remonter votre propre retour d'expérience et à nous signaler des observations que vous avez faites sur le terrain, sur quel porte-greffe, avec quel cépage. Et puis peut-être quelque chose qui est un peu encore moins connu, c'est vous avez de la presse en fait qui est destinée aux professionnels que vous êtes et qui en fait est une synthèse des résultats de recherche effectués par les chercheurs eux-mêmes et qui sont vulgarisés dans une page recto verso.
Donc là, je vous ai mis, cette revue s'appelle Hives Technical Reviews, donc c'est un accès qui est complètement gratuit, qui est financé par du mécénat d'entreprises privées de la filière. Et là, je vous ai mis les derniers articles portant sur les porte-greffes que vous pouvez trouver. Alors, dans ce contexte-là, l'unité de recherche dans laquelle je travaille s'appuie sur 2 stratégies qui sont complémentaires et que l'on met en œuvre. La première, c'est de créer de nouveaux porte-greffes dans le cadre d'un programme d'amélioration variétale. Donc ça, c'est un programme qui est coordonné par ma collègue Nathalie Ola qui dirige l'unité. Et la deuxième approche, c'est de dire, bon, mais ça va prendre un peu de temps. Et du coup, comme on n'est pas très patient, il va falloir caractériser des ressources existantes qui sont des porte-greffes qui peuvent être utilisés dans des pays à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place le dispositif Greffe Adapt que je vais vous présenter par la suite. Alors tout ça, ça peut paraître un peu simple. Il faut vraiment garder en tête que c'est un véritable casting parce que notre porte-greffe qu'on veut tolérant à la sécheresse, on va aussi vouloir qu'au début du cycle végétatif, il supporte une humidité printanière qui puisse, certains millésimes, être un peu excessive. Alors, la première partie de mon propos va vous présenter des résultats qui peuvent être, en tout cas, c'est les résultats les plus éloignés de l'application et de vos préoccupations, mais qui sont bien nécessaires. C'est-à-dire qu'un petit peu comme pour les variétés résistantes, dont on va parler par la suite, on cherche à comprendre un petit peu la diversité génétique et à identifier des régions génétiques impliquées dans les caractères agronomiques d'intérêt. Donc là, pour illustrer cela, je m'appuie sur les résultats de la thèse de Louis Blois, que j'ai eu le plaisir d'encadrer, et qui a travaillé sur une population de Vitis berlandieri. Alors, les berlandieri, en fait, c'est une espèce américaine qui a contribué aux hybrides que sont les porte-greffes que l'on utilise, et qui présente plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'elle tolère très bien le calcaire et très bien la sécheresse. Le 110 R, 140, 1103 Paulsen sont bien issus de croisements de cette espèce américaine. Donc ici, sur ce graphique, vous avez le plateau Édouard au Texas, aux États-Unis, qui est un peu la région de prédilection de cette espèce. Et génétiquement, ce jeune chercheur a pu mettre en évidence qu'on arrivait à distinguer génétiquement une population bleue et une population jaune. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que cette population jaune et cette population bleue, on arrivait à les distinguer par les conditions climatiques de chacune des petites zones géographiques dans lesquelles elles avaient été collectées. Donc on a la population bleue qui vit plutôt dans une zone où le régime hydrique est plutôt limitant avec des températures très fraîches, alors que la population jaune évolue dans une zone où là on a moins de restrictions au niveau du statut hydrique et on a des températures plus chaudes. Donc ça, en termes d'adaptation au milieu, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, Louis Blois, il s'est aussi employé à mesurer tout ce qui était architecture racinaire et il a pu montrer que finalement, le diamètre racinaire était très largement expliqué par la partie génétique. Donc là, le chiffre que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité quand on travaille en génétique. C'est la part qui est liée en gros à cette partie génétique et pas forcément à l'environnement. Et on voit que ça explique un quart des différences qu'on pouvait observer sur le diamètre racinaire. Ça veut dire que c'est une région génétique qui est plutôt forte et on n'a pas trop l'habitude de croiser ce genre de grosses régions dans nos études. Alors pourquoi il s'est employé à mesurer les racines? C'est que je vous ai vanté les qualités des Vitis berlandieri en termes de tolérance à la sécheresse et de tolérance au calcaire. Mais il y a aussi des tares dans cette espèce, c'est que ça ne reprend pas très bien au greffage, ça ne racine pas très bien. Et ça, c'est un peu rédhibitoire dans le choix du porte-greffe idéal. Et on conduit l'ensemble de ces travaux pour finalement aboutir à quelque chose qui est l'identification des régions génétiques. Donc mes bâtons ici, c'est la représentation des chromosomes chez la vigne. Et les petites zones qui sont représentées ici sont les régions génétiques qui sont impliquées dans des traits racinaires. Et c'est exactement ce qui a été conduit chez le mildiou et l'oïdium, sauf que les collègues ont été un tout petit peu plus chanceux parce qu'eux, ils ont des grosses régions un petit peu à chaque fois, alors que nous, on doit travailler avec des régions qui expliquent une faible part de la variabilité. Alors l'ensemble de ces travaux, ça va prendre du temps, parce que de créer un nouveau porte-greffe, de le tester, de pouvoir le mettre en œuvre. Et en fait, c'est ce temps qui est nécessaire et pas très en phase avec l'urgence climatique à laquelle on doit faire face. C'est pourquoi la deuxième stratégie de valorisation de ressources existantes a été mise en place. Donc c'est le dispositif Greffe Adapt. Donc ici, vous avez une parcelle qui fait 80 arts, qui est constituée de 55 porte-greffes. Donc on avait choisi 30 porte-greffes du catalogue français,
25 porte-greffes des porte-greffes qui étaient plutôt réputés comme tolérants à la sécheresse, selon une large gamme de vigueur conférée, qu'on puisse répondre à des objectifs de production en IGP, en 20 pays ou sur des appellations d'origine. Et parmi ces porte-greffes-là, il y en a quelques-uns qui sont aussi anciens que les porte-greffes que l'on utilise. Vous allez retrouver les lettres de P pour Paulsen, RU pour Ruggieri ou R pour Richter, MGT là pour Millardet-Grasset. Mais il y a aussi des petits bébés. Alors il y a la série des Géorgicons qui ont été produits par des collègues en Hongrie. Et il y a aussi la série des M qui sont des porte-greffes qui ont été créés par l'Université de Milan. Donc l'ensemble de ces porte-greffes, ils ont été greffés sur 5 greffons. Le Cabernet Sauvignon parce qu'on est à Bordeaux, l'Uni Blanc parce qu'on n'est pas très loin de nos collègues charentais, le Pinot Noir pour les Champenois et les Bourguignons, et Syrah Grenache parce que vous êtes les premiers à avoir les pieds au sec. Donc sur ce dispositif-là, on s'est employé à mesurer dès le départ la masse du plant, parce qu'on avait du matériel végétal qui était hétérogène, et on ne voulait pas conclure que le petit poussé du début était le tocard de service à la sortie, quoi. Donc cette hétérogénéité, elle a bien été prise en compte. On mesure le poids des bois de taille pour avoir une idée de la vigueur conférée. Depuis 2018, la 3e feuille, on mesure le nombre de grappes et on pèse à la souche chacune des 4125 souches du dispositif. On a également mesuré la phénologie et on a mesuré la sensibilité aux carences induites en magnésium due à un excès de potasse. Donc ce dispositif, il a plusieurs objectifs. Donc il permet de mieux comprendre le rôle du porte-greffe. Donc c'est de savoir, parfois on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le porte-greffe qui est l'acteur principal, mais que c'est le greffon. Il vise aussi à établir des classifications basées sur des caractères quantitatifs, qu'on ne soit pas tributaire. Ah ben tiens, dans cette parcelle-là, j'étais greffé avec tel cépage et j'avais comme objectif tel rendement. Et ensuite qu'on puisse identifier des caractères marqueurs de la tolérance à la sécheresse pour qu'on aille plus vite dans la première partie que je vous ai présentée dans les programmes de sélection. Du coup, on a abouti à cette question un peu large, qui est comment le porte-greffe régule les réponses du greffon aux conditions de déficit hydrique. Donc vous voyez ici, on a un porte-greffe qui est à l'interface de conditions du sol. Donc il y a de l'eau, des éléments minéraux, et puis on parle de plus en plus du microbiome du sol. Et puis ce porte-greffe, il interagit avec un greffon qui est lui-même en interaction avec des conditions atmosphériques. Et on s'aperçoit que vis-à-vis de la sécheresse, finalement, s'il fait très chaud ou pas, on a un fort impact dans les réponses que l'on peut observer. Donc vis-à-vis de la sécheresse, il y a une première série d'actions qui peut concerner l'absorption en eau. Par l'architecture racinaire, la densité racinaire, la capacité d'extraction de l'eau, le porte-greffe peut être plus ou moins performant. La deuxième série d'actions concerne le transfert en eau, c'est-à-dire que l'eau elle a été absorbée, mais maintenant il faut la faire monter au compartiment aérien. Donc là, par un nombre et les diamètres des vaisseaux, ou ce qu'on appelle la conductivité hydraulique, c'est un peu les flux d'eau qu'il peut y avoir au niveau du tronc, c'est des critères qui sont aussi très largement évalués. Et puis le dernier point, c'est finalement la consommation en eau. Par la vigueur conférée, la taille de la surface foliaire, je peux perdre plus ou moins d'eau. Est-ce que le porte-greffe, il arrive à réguler la fermeture et l'ouverture des stomates, qui sont un peu les pores de la peau sur les feuilles? Est-ce que j'arrive à être efficient, c'est-à-dire à produire beaucoup de biomasse en ayant consommé peu d'eau? Et donc, c'est sur l'ensemble de cette palette de caractères que l'on travaille. Alors, si je vous montre des résultats de collègues espagnols, vous avez sur ce graphique mesuré en juin et en septembre ce qu'on appelle la conductivité hydraulique sur 2 porte-greffes, le 101-14 Millardet-Grasset et le 1103 Paulsen. Et on s'aperçoit que le 1103 Paulsen, qui est le plus tolérant, finalement, il va avoir une conductivité bien plus grande au mois de septembre. Ce qui est intéressant, c'est que les collègues ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait le lien avec la production racinaire ici, qu'ils ont mesurée soit à l'automne, en hiver, au printemps et en été. Et on s'aperçoit que finalement, c'est en été que le 1103 Paulsen, lui, continue à générer des racines et donc à se donner la capacité à extraire de l'eau pour pouvoir transférer de l'eau au niveau du greffon. Et donc ça encourage à prendre en compte, pas spécialement un caractère mesuré à un temps donné, c'est-à-dire, voilà, je mesure au mois de septembre et puis je prends ça uniquement en compte. Mais c'est de mesurer des caractères de manière dynamique pour prendre en compte ce qu'on appelle la plasticité. Et là, c'est la plasticité du système racinaire que je viens de vous illustrer.
Alors, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous preniez en compte un seul caractère qui permettrait de définir la tolérance à la sécheresse. Si je m'appuie sur un travail remarquable au niveau scientifique qui a été produit par des collègues à Bordeaux, Lamarck et collaborateurs, vous avez sur ce graphique toute une série de variétés de vignes. Donc vous avez à la fois des porte-greffes, des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium, et puis des vinifera classiques. Et sur l'axe horizontal, vous avez ce qu'on appelle la P50. C'est la pression à partir de laquelle 50% des vaisseaux conducteurs chez la vigne vont en fait se rompre et empêcher un flux d'eau entre la partie racinaire et la partie aérienne. Et donc sur ce graphique, qui a été parfois pas très bien interprété, on a expliqué, ah ben tiens, le pinot noir est le vinifera qui est le plus résistant à cette rupture des vaisseaux, et donc c'est le plus tolérant à la sécheresse. Et vous êtes bien mieux placé que moi pour savoir que le pinot noir n'est pas le vinifera qui occupe le pourtour du bassin méditerranéen. Et quand on se concentre sur les porte-greffes qui sont en vert, on sait bien que le SO4 n'est pas le porte-greffe le plus tolérant à la sécheresse. Et donc, je vous encourage à prendre plutôt une palette de caractères plutôt qu'un seul caractère, parce que la tolérance à la sécheresse ne se résume pas à cette résistance à la cavitation, à cette rupture des vaisseaux. Alors, il y a un autre caractère que vous connaissez peut-être quand on parle du delta C13, qui est peut-être quelque chose que vous avez mesuré dans vos vignes. Donc, on peut poser la question, est-ce que c'est un critère à évaluer? Alors, ce delta C13, en fait, c'est une différence entre deux isotopes du carbone qui sont naturellement présents dans l'atmosphère. Et cette discrimination, ces différences, elle se fait si les stomates, les pores des feuilles, là, sont ouverts ou fermés. Et donc, c'est un assez bon critère sur tout ce qui est statut hydrique ou intensité du déficit hydrique. Ici, vous avez mon panel de porte-greffes préféré du dispositif GreffAdapt. Et donc, on a mesuré ce delta C13 sur le jus des raisins. C'est peut-être ce que vous mettez en œuvre. Et j'ai coloré en jaune les porte-greffes plutôt utilisés sur la façade atlantique, le 3309, 10114, Riparia-Gloire de Montpellier, qui n'ont pas une grande réputation de tolérance à la sécheresse. Alors qu'en vert foncé, je vous ai mis le 110 R, le 140 et le 1103 Paulsen. Et on voit bien qu'il n'y a quand même pas les jaunes et les verts d'un côté, que tout se mélange. Et donc, ce n'est pas ce seul critère qui va permettre de nous en sortir. Alors malgré tout, c'est une mesure qui est très fiable et très robuste, qui est relativement facile à mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que chez d'autres espèces pérennes, telles que les arbres forestiers, c'est un critère de sélection qui est important. On n'a pas pu mettre en évidence de relation claire avec la tolérance à la sécheresse. Je ne vous ai pas mis les jaunes d'un côté et les verts foncés de l'autre. Et on continue d'étudier la relation de ce delta C13, de cette efficacité à utiliser l'eau, entre la vigueur conférée et le rendement, parce qu'on n'oublie pas que ce qu'on a appelé la tolérance à la sécheresse, c'est bien le maintien de la production dans des conditions plus séchantes. Alors ensuite, j'ai voulu vous présenter les résultats obtenus en 2022, parce que c'est un peu la dernière année sèche qu'on a eue à Bordeaux. Donc on a pu faire des observations d'intensité de défoliation. Est-ce qu'on a juste les premières feuilles qui sont touchées? Est-ce que finalement on commence à monter sur le deuxième et troisième nœud des rameaux? Ou est-ce qu'on atteint les leveuses? Ou est-ce qu'on dépasse le fil des leveuses? Donc c'était une observation assez pragmatique. Et là, vous retrouvez mon panel favori de porte-greffes du dispositif. Donc là, je vous ai présenté les résultats sur la Syrah, mais c'est quelque chose qui se vérifie sur le Cabernet Sauvignon, l'Uni Blanc, le Pinot et le Grenache. Et donc, vous avez cette intensité de défoliation. Et un petit peu comme pour le delta C13, on voit que ceux qui se sont le plus défoliés, ce n'est pas forcément les porte-greffes qui sont réputés sensibles à la sécheresse. Donc, ça nous a un peu déstabilisés. Et puis on s'est dit, ah mais oui, mais comme les porte-greffes méditerranéens, ils confèrent une forte vigueur, c'est parce qu'ils ont déployé une très grande surface foliaire et qu'ils se sont auto-créés une intensité de déficit hydrique plus importante. Et donc on s'est amusé à corréler le poids des bois de taille que l'on a mesuré pendant l'hiver et cette intensité de défoliation. Et là, on s'aperçoit de manière globale sur l'ensemble des cépages du dispositif, que finalement, ceux qui sont qui ont la plus grande biomasse de rameaux, donc qui confèrent la plus forte vigueur, sont ceux qui se sont le moins défoliés. Donc on s'est dit, ah ben mince, donc ça ne marche pas.
Alors quand on fait le focus sur les résultats de la CIRA, on s'aperçoit qu'on a quand même une corrélation, mais on voit bien qu'on a un certain nombre de porte-greffes avec lesquels ça ne marche pas très bien, la vigueur est plutôt faible. Donc c'est le cépage qui est le plus compliqué sur le dispositif. Alors on ne parlera pas d'incompatibilité, mais on sent bien qu'il y a des associations qui fonctionnent moyennement bien. Alors après, on n'a pas oublié que notre définition, c'était bien en lien avec le rendement. Donc on s'est amusé à faire cette relation d'intensité de la défoliation avec le rendement moyen. Et on s'aperçoit que de la même manière, ce n'est pas les souches qui sont les plus chargées qui se sont le plus défoliées. Parce que vous voyez que quand on atteint les 2 kg par souche, finalement, on a le moindre degré de défoliation. Alors, quand on fait le focus sur la CIRA, on s'aperçoit qu'on a toujours notre paquet d'associations qui fonctionnent moyennement bien et qu'après, là, c'est beaucoup moins net en termes de relations, qu'on a une grande diversité entre des rendements forts, mais des porte-greffes qui vont entraîner une défoliation importante de ce côté-là par rapport à ceux qui sont ici. Alors, à ce niveau-là, on peut dire, OK, donc là, il y a plein de portes comme d'infermés, mais on n'a toujours pas trouvé la clé du problème. En tout cas, la clé du problème et l'hypothèse que l'on formule, c'est qu'en fait, tout va être lié au système racinaire. Les porte-greffes tels que le 110R ou le 1103, on sait qu'ils établissent parfois leur système racinaire de manière plus lente que d'autres porte-greffes. Et donc, on a bien prévu une évaluation de tout ce qui était architecture racinaire sur le dispositif. Parce que c'est certainement là qu'est la clé du problème. Alors après, il y a une autre manière de fonctionner qui est une analyse que l'on conduit dans le cadre du projet pgvin.net qui est coordonné par l'IFV et par Laurent Audeguin qui est présent dans la salle. Donc c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est qu'en fait, au lieu d'analyser les résultats d'un seul essai, comme ce que je vous ai présenté sur le dispositif GreffAdapt, on va finalement mettre dans la moulinette l'ensemble des essais porte-greffes qui avaient été conduits jusqu'à présent en France depuis les années 70-80. Donc là, c'est un travail qu'a effectué ma collègue Elia Broyot, qui finalement conduit une analyse sur l'ensemble des essais qui ont été saisis dans un système d'information. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre dans le sud-est. Donc, sur cette base de données, on a une très bonne représentativité entre différents porte-greffes, différents greffons, différents types de modes de production et de modes de conduite, avec différentes densités. Et puis, on s'est employé à mesurer le poids des bois de taille et le rendement, parce que ce sont les caractères pour lesquels on a le plus d'essais qui ont pu être saisis. Donc ça, c'est une analyse qui, si je vous relate le dernier résultat obtenu, on a aussi analysé les résultats de greffage à partir de la base de données de l'Espiguet, où il y a une très grande diversité de greffages. Et on s'aperçoit finalement que le greffon a un rôle plus important que le porte-greffe dans le succès au greffage. Donc ça, c'est ce genre de résultat qui nous permet d'avancer. Finalement, le premier présumé coupable et pas forcément le porte-greffe. Alors pour conclure, on a des avancées nettes parce qu'il y a des ressources génétiques qui ont été caractérisées. Je vous ai présenté cette population berlandieri, mais on a aussi effectué un croisement entre un Vitis rupestris et un Vitis berlandieri pour proposer de nouveaux porte-greffes. Donc ces ressources génétiques, elles sont caractérisées et elles sont très précieuses. Alors, vers quoi on tend en termes d'expérimentation? Donc, on essaye de combiner des expérimentations en conditions contrôlées, où là, on va vraiment contrôler l'intensité en eau, tout ce qui se passe. Donc, on est souvent sur des expérimentations en pot. Mais on contribue aussi par des résultats obtenus au champ, parce que ça nous semble primordial. Et on a plutôt fait le choix de travailler sur un large panel de porte-greffes. Donc, vous avez vu ce qu'on fait sur le dispositif GreffAdapt, plutôt que de se focaliser sur 2 porte-greffes extrêmes, parce que souvent les résultats semblent clairs quand on a 2 extrêmes, et quand on élargit un peu la palette, là, ça se complexifie. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a encore du travail, donc c'est pas mal, parce que l'âge de la retraite recule, donc on ne sera pas dans l'inactivité. Donc, on recherche la combinaison de caractères marqueurs. On va poursuivre le travail sur ce que je vous ai présenté, sur ce qu'on a appelé la plasticité, c'est-à-dire ces notions de dynamique.
Et on recherche la combinaison porte-greffe, greffon, conduite qui sera la plus performante. Alors dans la plus performante, ce n'est pas forcément le champion du monde ou le champion olympique, hein. Ça peut être le moyen de service dans plusieurs conditions pédoclimatiques. Et puis on cherche vraiment à travailler cette notion de vigueur conférée et de tolérance à la sécheresse parce qu'on est bien conscient qu'il y a un rendement à la clé pour que les exploitations puissent s'en sortir. Alors, il y a un certain nombre de challenges, hein. Les interactions porte-greffe-greffon sont une grande richesse scientifique, mais c'est quand même, on s'arrache un peu les cheveux parfois. Et puis, la notion de scénario hydrique est parfois complexe. On peut avoir des sécheresses qui vont s'établir très précocement dans le millésime avec des températures extrêmes ou qui vont s'établir plus tard dans la saison. Et tout ça fait que la réponse du matériel végétal est différente. Donc, il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Hein, je réutilise la dernière campagne de pub des vins de Bordeaux. Alors, face à ça, va falloir laisser un peu de temps au temps. Donc, si on prend ce qui a été fait en termes de timing sur les variétés résistantes, hein, je vous ai mis ici, ça a démarré dans les années 70, avec d'illustres prédécesseurs, hein, Doisan, Bouquet, pour finalement un programme Resdur qui a démarré dans les années 2000 et une inscription qui a eu lieu en 2018. Tout ça, ça a pris du temps et puis ça a coûté de l'argent. Et si on fait le parallèle avec les porte-greffes, finalement, contrairement à ce qui a pu être mis en évidence pour le mildiou et l'oïdium, on n'a pas de région majeure. Je vous en ai montré une sur les racines, mais c'est que 25%, donc ce n'est pas aussi net que ce qu'on a pu mettre en évidence. On n'a pas caractérisé l'ensemble des fonds génétiques rupestris, berlandieri, riparia, vinifera, donc c'est des travaux en cours. On va avoir besoin de pyramider plusieurs allèles favorables pour plusieurs caractères. Il va falloir qu'on se traîne la tolérance au phylloxéra, la tolérance au calcaire, la tolérance à la sécheresse, que ça produise bien des bois pour que les pépiniéristes s'en sortent. Donc il y a plusieurs caractères à combiner. Et si on regarde dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé auparavant, finalement, on a eu 18 ans pour les premières variétés résistantes au mildiou à l'oïdium. On avait eu 24 ans pour le Nemadex Alain Bouquet, 25 pour le Gravzac et presque 30 ans pour le Fercal. Et donc, si on ne veut pas laisser du temps au temps, il va falloir faire quelque chose qu'on n'est pas très habitué à faire en France, c'est qu'il va falloir accepter l'erreur ou accepter de plus grandes incertitudes. Et ça, c'est vraiment un choix de filière. Alors, à une dernière réunion, il y avait un pépiniériste qui me disait « non, moi, je préfère laisser du temps au temps parce que si on se plante, nous, on va planter des parcelles de vignes mères sur du foncier qui est vierge ou qui a été reposé pendant un certain nombre d'années. Et donc, les enjeux et les investissements vont être très forts. Et donc, on ne peut pas se tromper. Mais il y a d'autres professionnels qui nous disent dépêchez-vous, hein, lâchez-nous des porte-greffes. Alors, quelles échéances je peux vous promettre? Alors, en 2026, on va achever de caractériser le dispositif Greffe Adapt, qui aura été caractérisé au stade jeune et au stade adulte. En 2030, il y aura les premiers résultats d'un essai VATE de porte-greffe utilisé à l'étranger, qui est porté par le Conservatoire du vignoble charentais, le Comité Champagne et la Chambre d'agriculture de l'Aude. Et normalement, après 2030, on va pouvoir mettre dans les tuyaux les innovations de porte-greffe que l'on a, issues des croisements Vitis rupestris et Vitis berlandieri. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des collègues qui participent à ces travaux, ainsi que tous les étudiants qui ont participé à la collecte des données. Il y a toute une équipe technique derrière qui a été jusqu'à greffer 275 combinaisons de porte-greffe greffons. Il y a de nombreux collègues qui enrichissent les discussions à travers les différentes réflexions que l'on conduit. Je remercie la Fédération des pépiniéristes qui nous a toujours soutenus, ainsi que l'ensemble des financeurs de nos travaux, et en particulier la maison NC qui soutient nos travaux sans qu'il y ait une exclusivité sur le matériel végétal. Merci pour votre attention. Merci Elisa, merci beaucoup à vous.